On me dit toujours, quand tu vois le vote, il faut que tu fasses un peu poker face. Il ne faut pas qu'on voit sur ton visage quel est le résultat du vote. Mais c'est un immense soulagement. Vous dites, ça y est, on a réussi. Voilà l'image que vous donnez du Parlement. Personne ne veut en débattre dans l'hémicycle. C'est ça qui a déclenché le reste. Ce que vous faites là, c'est agiter des peurs dans la société. On nous a même accusé de torturer les gens. Nous sommes dans la pente et pour ce qui me concerne, j'arrête la glisse. On était complètement épuisés. On sentait bien qu'on pouvait y arriver. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Paf, dissolution. Tout a recommencé. Ce texte est maudit. La pression monte, forcément. C'est la maladie qui tue, ce n'est pas la loi. Quelle société voulons-nous construire ? Ça a été une longue odyssée. L'Assemblée nationale a adopté. Votant 561, exprimé 532, majorité 267, pour 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté. À ce moment-là, je ressens une forte émotion parce que j'ai toute une série de visages qui reviennent à ma mémoire, parfois même des voix, de celles et ceux qui m'ont dit pendant tant d'années « Tenez bon, faites en sorte que cette loi soit votée ». Pas forcément pour nous, parce qu'on risque de ne plus être là quand ce sera fait, mais pour les autres, pour les citoyens, qu'ils puissent avoir cette ultime liberté. Et quand le vote est intervenu, j'ai pensé à eux et je me suis dit, ils sont quasiment tous partis. De la tristesse. Principalement de la tristesse, quelques regrets aussi. Évidemment, j'ai espéré jusqu'au bout que le texte soit rejeté, jusqu'à 19h19, si je puis dire. J'ai vu beaucoup de doutes chez les députés de tout groupe. Et j'ai espéré que leurs doutes les amènent à voter contre parce que j'ai appelé le principe de précaution. J'ai juste le sentiment de sortir d'un tunnel, de sortir d'un très très long tunnel. C'est 13 ans d'une apnée. Une apnée. L'affaire Vincent Imbert, c'était le 24 septembre 2003. La mère d'un jeune homme de 19 ans provoque le décès de son fils tétraplégique avec l'aide d'un médecin. Je ne peux pas le laisser souffrir, autrement je pourrais même plus me regarder dans une glace. L'arrêt des traitements de Vincent Lambert a commencé ce matin. Une affaire douloureuse qui déchire sa famille. Il y a d'un côté ses parents qui veulent le maintenir en vie et de l'autre sa femme qui dénonce un acharnement thérapeutique. Évidemment, ces cas ont été importants pour faire monter le niveau de conscience de la société. Ce n'est pas ni à partir de l'émotion ou des cas personnels que nous devons légiférer. Et pour autant, il faut les prendre en compte. Il y a une instrumentalisation des affaires par l'association de droit de mourir de la dignité qui instrumentalise, qui considère qu'ils ont besoin d'exemples et d'illustrations un peu médiatisées. Le cas Vincent Lambert n'est pas prévu dans le texte actuel. C'est-à-dire qu'ils ont pris prétexte de cas comme le cas Vincent Lambert pour construire une loi, pour finir par exclure ces cas de figure de fin de vie. C'est là où ça n'a aucun sens en fait. La tragédie humaine de Vincent Lambert, qui semble sans fin, bouleverse nos concitoyens. Mais cette tragédie qui dure est aussi le symptôme d'une faille juridique qui doit interpeller les législateurs que nous sommes. Alors, Madame la Ministre, êtes-vous prête à minima à modifier la loi Claes-Leonetti pour y introduire cette disposition de clarté qui permettrait de ne plus avoir ces interminables et insupportables déchirements autour de la tragédie d'un être humain. J'ai été déçu par la loi Claes-Leonetti qui n'allait pas jusqu'au bout d'une logique qui était celle de pouvoir permettre à certains malades en fin de vie, dans des conditions déterminées, de pouvoir accéder à une aide à mourir. Cette sédation profonde et continue, pour moi, pouvait être une sorte
un peu une forme d'hypocrisie. La sédation profonde, dans les lois Claes-Leonetti, nous étions restés aux frontières de cet interdit qui était celui de donner la mort. Je n'ai jamais compris que celles et ceux qui nous ont tant vanté la loi Claes-Leonetti invoquent des questions de valeurs philosophiques et d'éthique. Enfin, la sédation profonde et continue induit un geste qui met un produit dont on ne peut pas revenir et coupe hydratation et alimentation, et dont on ne sait pas dire aujourd'hui ce que ça génère sur les ultimes souffrances. On endort les gens. Mais on ne les endort pas, et c'est là toute la difficulté et la subtilité du débat. On ne les endort pas pour les tuer. On les endort pour que les souffrances s'arrêtent. En les endormant, on va probablement, c'est vrai, hâter le décès pour un certain nombre. Mais on ne le fait pas. L'intentionnalité est importante. On ne le fait pas pour tuer. J'ai endormi mon père. Je n'ai pas eu le sentiment de le faire pour le tuer. J'ai eu le sentiment, parce que je sais qu'il allait mourir, j'ai eu le sentiment de le faire, et je l'ai fait pour qu'il ne souffre pas pendant ces dernières heures. L'euthanasie est interdite en France. Ce qui est autorisé par la loi Leonetti, c'est la sédation jusqu'à la mort, mais pas l'euthanasie. Donc il va vous falloir partir pour mourir. Il faut tout quitter, oui, il faut partir à un moment donné, à un moment de notre vie où on est forcément vulnérable émotionnellement, évidemment, et malgré la force que j'ai pour faire face à tout ça, ça reste une douleur intense. Et j'ai notamment en souvenir ma rencontre avec Anne Bert, à ma permanence parlementaire à La Rochelle. Et on a eu un très long échange, passionnant, émouvant. Et je lui ai dit, je vais déposer à nouveau une proposition de loi, c'était avant qu'elle décède, et je lui avais dit, je mettrai en exergue dans ma proposition de loi la phrase majeure de son livre, Le dernier été, j'aime trop la vie pour me laisser mourir. Et donc, Anne Bert fait partie des visages qui étaient présents au moment du vote solennel le 15 juillet. Entre 2017 et 2021, personne ne veut en débattre dans l'hémicycle, pas plus le président de la République que les autres. Donc ça a été de longues années de travail de conviction auprès de mes collègues, auprès du chef de l'État. Et constatant qu'il y avait une frilosité assez généralisée dans notre monde politique, je me suis dit il faut passer par un moment symbolique, parce qu'une niche parlementaire, c'est pas quelque chose qui permet de faire voter un texte de cette importance. Voilà, j'ai déserté l'armée des naïfs depuis bien longtemps, donc je savais que vous ne votez pas une loi sur la fin de vie en une journée. Il met un coup de projecteur sur ça. Il la met à l'agenda de l'Assemblée nationale. Il le fait passer un peu par les coulisses, mais il la met dans l'hémicycle. Et c'était important, parce que c'est ça qui a déclenché le reste. Et mon objectif, je n'en avais qu'un, mais il n'était pas mineur, c'était de faire en sorte que ce jour-là, l'Assemblée nationale, pour la première fois, dise « Nous sommes favorables à l'aide à mourir ». Bien sûr qu'il faut savoir faire des coups en politique, mais sinon on n'avance pas, évidemment. Le visage de l'Assemblée nationale, il est là, devant moi. Ce sont ces 4000 amendements. Ces 4000 amendements, mes chers collègues, ces feuilles, elles n'ont qu'un but. Elles n'ont qu'un but. D'empêcher l'Assemblée nationale, d'empêcher les représentants de la nation, d'empêcher
empêcher les députés de voter ici, souverainement. Voilà ce que c'est. Voilà l'image. Voilà l'image que vous donnez. Voilà. Voilà l'image. Voilà l'image que vous donnez du Parlement. Bon, je vais vous faire une petite confidence. En fait, je ne les avais pas imprimées. C'était des feuilles vierges. Mais en revanche, c'était 3000 pages. Et cela représentait la réalité de tous les amendements qu'on voulait nous imposer dans un seul but. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachaient pas, mes adversaires, de faire une obstruction et de faire en sorte que ce texte n'aboutisse à rien. C'est à cette occasion qu'est née notre stratégie transpartisane. Je vois une interview de Yael Braun-Pivet dans le journal du dimanche. Je lui envoie un message en disant que je faisais partie du groupe d'études sur le sujet de la fin de vie et que je pense qu'on pourrait essayer de travailler ensemble à quelque chose. Et avec Olivier, avec Caroline Fiat, Maxime Minot et Marine Brenier notamment, avec d'autres, Philippe Vigier. C'est surnommé à la fin l'Académie des Neufs. On se dit il faut absolument que nous parvenions à faire voter l'article 1 de cette proposition de loi, parce que cet article 1, c'est celui qui va ouvrir le droit à l'aide à mourir, et on va ainsi démontrer que nous avons une majorité à l'Assemblée nationale pour ouvrir ce nouveau droit. Je me souviens d'une visio le lundi de Pâques, juste avant, pour déterminer notre tactique parlementaire. On aura notre stratégie et en fait ça a plutôt bien marché. Lorsque nous sommes réunis dans cette fameuse visio du lundi de Pâques, on s'est dit que si on le signait tous, cet amendement qui devait faire tomber beaucoup d'autres, ça se verrait. Et donc seul Guillaume Chiche a signé cet amendement, ce qui n'a pas alerté nos collègues qui auraient forcément sous-amendé beaucoup ce qu'ils ont fait sur les autres. Là, ils ne l'ont pas fait, puisqu'ils se sont dit tout seul à le signer, ça doit être... Et en fait, le fait de voter cet amendement que seul Guillaume avait signé a fait tomber tous les autres. Et donc, ça nous a fait gagner énormément de temps. Et donc, on a pu voter ce fameux article 1. Je crois que ça a eu une importance assez considérable dans la suite du parcours, parce que le chef de l'État a vu que sa propre majorité était beaucoup plus engagée, beaucoup plus allante sur le sujet que lui-même. Et puis nous étions à quelques mois de l'élection présidentielle de 2022. Et je crois que ça a engagé une autre dynamique à travers la Convention citoyenne. À plus de 75%, ils ont dit oui à l'ouverture d'une aide active à mourir. La Convention citoyenne a rendu ses travaux et le politique va devoir en tenir compte. Vos délibérations seront notre boussole, donc ce sera pris en compte. Soyez-en certains. 184 citoyens, 9 week-ends, 27 jours et des débats vifs. Sur quelle fin de vie on veut dans notre pays. Cette convention citoyenne, elle a donné un peu une photographie de ce qu'était l'état de l'opinion publique, mais de façon bien plus construite qu'un simple sondage. Et la convention citoyenne a donné beaucoup de force au travail qui a suivi. Je ne suis pas sûr que ce soit représentatif de l'opinion des Français en la matière. Et puisqu'on parle des Français, je suis intimement convaincu que s'il y avait un référendum, donc pas une convention, un référendum pour l'ensemble des Français, je suis intimement convaincu, c'est pas un élément de langage, c'est ce que je pense profondément, intimement convaincu que les Français voteraient contre. C'est pour moi l'équivalent de la Convention citoyenne sur le climat, c'est-à-dire une espèce d'enterrement en grande pompe républicaine d'un sujet que Emmanuel Macron ne veut pas voir venir à l'agenda. Parce que pour le coup, c'est un maestrio dans le fait de faire des grands débats nationaux, des grandes conventions, des états généraux, des bazars et des trucs, pour surtout ne jamais parler du sujet. J'étais, moi, assez mitigée sur la Convention citoyenne, pour être très honnête avec vous. J'avais juste regardé les résultats de la Convention citoyenne sur le climat et je me disais que ça n'allait pas être très clair, notre affaire. Moi, j'ai été soufflée, sidérée par la qualité des travaux, par la qualité de réflexion, par le degré de réflexion de nos concitoyens sur ce sujet. Donc vraiment, je fais mon mea culpa et la Convention citoyenne a été
très intéressante. C'est une opération de communication. C'est dommage parce que l'idée était plutôt séduisante et vertueuse. Et la Convention citoyenne a clairement demandé que le législateur puisse voter une aide à mourir. Emmanuel Macron était quand même tenu de suivre l'avis aussi clair d'une convention qu'il avait lui-même souhaitée. Le président de la République demande au gouvernement d'écrire le modèle français d'accompagnement de la fin de vie. Avec petit 1, et les détracteurs l'oublient beaucoup, petit 1, les soins palliatifs. Je le redis, la priorité du président de la République, c'était les soins palliatifs. Petit 2, l'accompagnement du malade et de son entourage. Et petit 3, et c'est là où le pas est franchi, l'introduction dans la loi d'une aide à mourir. L'aide à mourir est le continuum des soins palliatifs. L'aide à mourir, c'est dans la grande majorité des cas l'ultime solution quand les soins palliatifs ne suffisent plus. Au moins, le gouvernement, le président de la République assumaient leur volonté que ce texte aboutisse. Et moi, je me suis dit, c'est quand même peut-être plus simple que ce soit un projet de loi en termes d'inscription dans le calendrier. La première chose qu'on demande avec Yannick Neuder, avec Frédéric Valtou, qui à l'époque est avec nous, après il change, avec Chassaigne, on monte cette tribune dans Le Monde pour dire il faut 2 lois. Et que cette proposition de loi ne puisse pas être posée tant qu'on n'a pas accompli celle de Claes Leonetti, l'accès universel aux soins palliatifs. Pour nous, c'était un non-sens. Nous, on voulait voter pour le soin et contre la mort provoquée. Mais c'était qu'un texte. Ça prenait en otage les gens comme moi qui veulent développer les soins palliatifs, mais qui ne voulaient pas de l'euthanasie. Donc ça nous prenait en otage. Nous alertons sur les risques, sur les dangers, sur ce profond changement anthropologique, finalement sur cette rupture de civilisation. Ce que vous faites là, c'est agiter des peurs dans la société. Mais la réalité, c'est que la loi que nous sommes en train de discuter met des barrières extrêmement claires. Et vous pensez quoi? Que les Français ne vont pas comprendre? Mais vous êtes là pour insulter l'intelligence des Français? Vous croyez qu'ils ne vont pas être capables de faire la différence entre euthanasie, suicide assisté et aide à mourir? Vous croyez qu'ils ne vont pas comprendre que l'aide à mourir, c'est un accompagnement vers la mort évitant la souffrance? Mais vous les prenez pour quoi? Il y a eu des moments pénibles, le fond était pénible, mais la forme est restée relativement respectueuse. Et là, il faut rendre hommage aux présidences et à la qualité du débat. Je pense qu'on a eu des débats parfois tendus, et c'est normal sur un sujet comme celui-là, mais que j'ai toujours trouvé respectueux, même si parfois tendu. On est critiqué, mais tant que c'est des critiques sur le fond, ça ne me dérange pas. C'est le débat politique, c'est normal. Moi, les critiques, j'allais dire constructives, je les entends. Et d'ailleurs, je crois pouvoir affirmer que dans tous les camps politiques, que dans tous les camps partisans ou opposants au texte sur la fin de vie, chacun a évolué en réalité. On pense que c'est très figé, mais pas du tout. Il est de bon ton de dire que les débats ont été de bonne tenue. Bon, enfin, on s'est fait quand même insulter plusieurs fois, et il y a eu une grande brutalité qui est venue souvent de la part de ceux qui défendaient la loi. En Espagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, on parle d'euthanasie. En Autriche, en Oregon, en Suisse, la loi parle de suicide assisté. Et ici, effectivement, on ne parle ni de l'un ni de l'autre, alors qu'il est question que de cela. Vous faites en réalité une loi de dissimulation. Il faut nommer les choses. On n'est pas ici. Les enjeux sont bien au-delà du marketing et nous emmènent bien au-delà du texte actuel et du marketing duquel vous voudriez l'habiller. Sur cette question-là, on a un devoir de clarté. On peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas se mentir. On ne peut pas se mentir dans cette assemblée. Donc il faut appeler les choses par leur nom. Le suicide assisté, ça existe. L'euthanasie, ça existe. C'est la définition qui est retenue scientifiquement et nous devons l'appliquer. Les opposants ont été indignes dans leurs mots. Et ça, je pense qu'il faut quand même le poser. C'est-à-dire qu'ils n'ont cessé de parler de suicide assisté et d'euthanasie. C'est pas une loi d'eugénisme. Et l'euthanasie renvoie à l'eugénisme. Ça n'est pas une loi
qui ouvre grand la porte du suicide. Or, suicide assisté renvoie à la notion de suicide. Moi, j'ai jamais souscrit au mot euthanasie et suicide assisté, parce qu'ils ne correspondent pas à la réalité. L'aide, c'est l'accompagnement. L'aide, c'est le secours. L'aide, c'est le soin. Donc on ne soigne pas la mort, on soigne la vie. Aider à mourir. Moi, j'aide à mourir tous les jours, comme médecin. J'accompagne les gens, je leur tiens la main, je leur administre des médicaments pour qu'ils n'aient pas mal, je prends en charge leur dépression, leur envie de mort. Ça c'est comme ça que j'aide à mourir, mais je ne tue pas. Donc, ce n'est pas un synonyme, aide à mourir, euthanasie, c'est pas vrai. En revanche, l'euthanasie, c'est injecter un produit à quelqu'un qui va le faire mourir, en général en quelques minutes. Et le suicide assisté, c'est lui fournir une potion, souvent un liquide, qu'il va avaler, sachant que ça va le faire mourir. Donc ça n'a rien à voir. Oui, je trouve que mal nommer les choses, c'est une manière de se détourner. Et on a bien vu la stratégie de vouloir, à travers le mot euthanasie, nous ramener en permanence au Troisième Reich. Sur ce point-là, il m'a convaincu. C'est vrai. En fait, la charge historique de ce terme est tellement lourde qu'effectivement, elle peut être très mal interprétée. L'utilisation du mot peut être très mal interprétée sur un sujet comme celui-ci. Donc, effectivement, j'ai dit, écoutez, j'acte l'argument, il est valable. Ouais, l'argument, il est valable. Et donc, je ne l'ai plus jamais utilisé depuis lors, considérant en fait avant tout que ce qu'ils appellent l'aide à mourir, en fait, c'est le suicide. C'est la fin de la vie de la personne de manière intentionnelle. Ça s'appelle le suicide. Donc non, je ne partage pas du tout l'avis de Benz, qui est un type au demeurant très estimable et qui a participé d'une manière très intéressante au débat. Mais il se trompe. Quand vous votez une loi qui crée l'euthanasie, vous dites que c'est une loi sur l'euthanasie. Quand vous créez une loi sur le suicide assisté, vous dites que c'est une loi sur le suicide assisté. Quand vous n'avez plus d'arguments, vous en revenez mécaniquement au nazisme. Voilà, euthanasie, nazi, c'est une rime riche, mais qui est quand même très pauvre en matière d'argumentation. Voilà, donc j'ai été qualifié d'apôtre d'Hitler pendant des mois, des années. Je vais vous dire, à chaque fois qu'un imbécile sur les réseaux sociaux me comparait à Adolf Hitler, le pauvre, s'ils savaient tous combien à chaque fois leurs insultes étaient pour moi un élément de motivation supplémentaire. Je ne voulais pas en parler dans cet hémicycle, mais vous m'y forcez et donc je vais vous le dire. Ma maman s'est suicidée. Elle s'est suicidée alors qu'elle était en fin de vie parce qu'il n'y avait pas l'aide à mourir. Elle s'est suicidée dans des conditions abjectes. Son agonie a été insupportable, épouvantable. Elle a duré extrêmement longtemps parce qu'elle a fait ce que vous appelez un suicide libre, c'est-à-dire qu'elle a pris dans sa table de chevet tous les médicaments qu'elle avait gardés depuis des semaines et elle les a avalés d'un coup. Et je peux vous dire que c'est pour cela que je milite pour le droit à mourir. C'est pour cela que je vous invite à ne pas voter les amendements de suppression. Parce que ce qui s'est passé lors de sa mort, c'est exactement l'inverse de ce que nous voulons là. C'est-à-dire que cette loi, elle permet la sérénité, elle permet l'organisation, elle permet de faire en sorte qu'il y ait les proches qui soient à côté et qui tiennent la main des personnes qui sont en train de mourir et qui souhaitent mourir. Et le suicide, c'est tout à fait autre chose. C'est dans une agonie d'une violence que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour cela que je vous ai dit ça. Je ne souhaitais pas en parler dans cet hémicycle, mais puisque vous m'y forcez, ça n'est pas une pensée totalitaire. C'est une pensée pour tous les proches des personnes qui se sont suicidées. Je ne voulais pas en parler dans l'hémicycle, j'en avais parlé dans le débat public, mais le moment de faire la loi est un moment collectif, ça n'est pas un moment, c'est un moment de bien commun, ça n'est pas un moment personnel. Mais on m'avait taxé de pensée totalitaire. Incroyable. Et après cette prise de parole, tu dois dire qu'il y a des députés de tous les bancs, qui
sont venus me voir, certains en pleurant, en me disant que chez eux aussi, il y avait eu des cas similaires, y compris d'ailleurs des députés qui étaient opposés à la loi. Et en fait, peut-être que c'est aussi important de montrer aux citoyens et citoyennes ce qui nous anime en tant que députés. Parce que on a l'impression parfois que parce qu'on fait de la politique, on perd toute humanité, on perd toute sensibilité, on perd nos émotions, on perd notre histoire. Et il n'y a rien de plus injuste que ça. On ne se met pas dans une arène comme l'Assemblée nationale aussi complexe, aussi violente, aussi toxique, si on n'a pas des choses dans les tripes qui font qu'on veut changer les choses. Je comprends que les gens qui ont vécu quelque chose disent voilà ce que j'ai vécu. Et on ne peut pas s'extraire. C'est une évidence quand on est député, on ne s'extrait pas de son expérience personnelle. Il se trouve qu'en 2013, lorsque ma maman est décédée, j'y étais confrontée. Mais elle m'a posé la question, je lui ai dit j'ai pas le droit. Et quelques mois plus tard, je me suis posé la question en disant mais si j'avais le droit, si la loi existait, qu'est-ce que j'aurais répondu à sa question? Il se trouve que j'ai réfléchi beaucoup et j'ai dit oui. J'ai pratiqué, je pratique encore l'application de la loi Leonetti avec la sédation profonde, qui n'est pas ce qui a été décrit de façon caricaturale dans les débats, et parce que des demandes d'euthanasie, j'en ai connu dans ma carrière, donc je sais ce que c'est. Et j'en ai même fait parce qu'au début de ma carrière, quand j'ai commencé médecine, il y a maintenant 35 ans, il n'y avait pas de loi Leonetti, il n'y avait pas de soins palliatifs. Et donc c'est vrai qu'en réanimation, pour des patients en extrême fin de vie, on administrait ce qu'on appelait des substances, des cocktails létaux. Ça n'existe plus du tout depuis les années 2000, depuis Leonetti, depuis l'apparition des soins palliatifs. Et c'est tout ça qui a forgé ma position. Les hommes et les femmes ne sont que le fruit de leur expérience, dans tous les domaines, et dans celui-ci en particulier. Je n'ai fait qu'une fois référence à mon vécu. Cette impuissance, je l'ai vécue moi aussi, comme Sandrine, comme beaucoup de Françaises et de Français qui nous regardent. Il se trouve que ces deux femmes, nos deux mères, s'étaient liées d'amitié dans le combat face à la maladie, qu'elles avaient affronté main dans la main avec une force de vie incroyable. Mais le cancer a pris le dessus, pour l'une comme pour l'autre. Condamnées sans espoir de rémission, elles n'aspiraient plus qu'à une seule chose, mourir dans la dignité comme elles avaient vécu leur vie. J'ai longuement hésité d'ailleurs, même un peu regretté, parce que je ne voulais pas que l'on interprète mon engagement sur la base d'une expérience douloureuse. C'est pas du tout ça. Je l'ai fait à l'époque parce que j'observais déjà qu'on parlait très peu des malades dans le débat, que tout cela était très théorique et qu'il finalement il y avait peu de références à ce que vivaient réellement les malades. J'ai pu aussi constater que quand vous évoquez les choses humainement, en les personnalisant, ça avait plus d'écho et que c'est sans doute important. Mais moi, mon engagement, il date de bien avant cette expérience familiale douloureuse. Et en tout cas, ça n'est pas un combat personnel, c'est un combat qui est en moi-même, mais c'est un combat de législateur. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Et là, une tempête crânienne, une tempête dans ma tête se déclenche. Et je pense évidemment à ce texte fin de vie, dont on venait de passer des heures d'études. On arrivait à la fin. On était vraiment à 2 jours du vote.
Et là, paf, dissolution. Tout a recommencé. Oh, Sur le sujet de la fin de vie, précisément, je me dis que c'est une bonne nouvelle, forcément, puisque je combats le texte. Et que le texte, de fait, est battu. Enfin, battu, non, le texte est jeté à la poubelle, en fait, parce que sur le plan institutionnel, il n'a plus lieu d'être. Alors patatras, on est le 9 juin et à 21h, nous sommes licenciés en direct à la télé. Et tout de suite, je me dis, mais c'est pas possible. On allait presque finir les travaux et on devait voter le mardi. Et là, je me dis, c'est pas possible, ce texte est maudit. Ce texte est maudit. Et en fait, il l'est. Une énorme frustration parce qu'on s'est tous, en tout cas nous, on s'était battus, ça avait été dur, on était enfin arrivés au moment du débat dans l'hémicycle et les débats se passaient bien. Et donc on est tous un peu, voilà, on est tout ça pour ça en fait. On se dit voilà, ça s'arrête et on ne sait pas quelle sera la majorité parce que vous voyez, on se serait dit bon bah, c'est pas grave, on reprendra dans quelques mois. Mais en fait, on sait quand même que si c'est une majorité qui est à droite, les débats ne reprendront pas. Et ça, c'est pour nous d'une tristesse infinie. Je l'ai dit au président de la République le lendemain de son annonce incompréhensible de dissolution de l'Assemblée nationale que moi, il m'avait dissous 2 fois, en même temps, comme député, mais ça avait peu d'importance parce que quand on est député, on doit être toujours prêt à se représenter à une élection, aucun souci. En revanche, dissoudre l'Assemblée nationale alors qu'on était à quelques jours du vote final sur ce texte, ça m'est resté en travers de la gorge. Habemus primus ministère, nous avons un Premier ministre et il s'agit de Michel Barnier, l'ancien commissaire européen et candidat à la primaire des Républicains. Il promet déjà des changements et des ruptures, mais aussi de dire la vérité sur la dette financière et écologique. Je le reçois à l'Assemblée quelques jours après sa nomination et je lui demande quelles sont ses intentions sur ce texte. Je connais un peu Michel Barnier, je me permets de lui envoyer quelques messages. Très clairement, lorsque vous êtes nommé Premier ministre, ce sujet-là, ce n'est pas votre priorité. Même si dans sa discussion générale, il prononce quand même un mot sur ce sujet. Être fraternel, c'est savoir accompagner les personnes en fin de vie. Je sais l'engagement et le travail de beaucoup d'entre vous sur ce dossier grave, où d'ailleurs les opinions étaient partagées. Nous allons reprendre le dialogue avec vous. Donc ça veut dire que dans sa tête, il a bien ça quelque part. La question, c'est de savoir à quel endroit dans la tête. Et là, moi, je vais vraiment, quasiment toutes les semaines, remettre le sujet sur la table. Je le remets en conférence des présidents aussi, pour demander à ce que les engagements du précédent gouvernement soient respectés. Et puis, à force de persévérance, j'obtiens des dates. Et j'obtiens des dates pour inscrire le projet de loi. Et donc moi, j'ai un rendez-vous pour en parler avec lui en tête-à-tête. Qu'est-ce qu'il voulait en parler avec moi, savoir comment il allait organiser. Et donc j'ai rendez-vous avec lui le mercredi où il n'est plus Premier ministre. Et on m'appelle le mardi soir pour me dire « Agnès, je crois que demain, je ne serai plus, Michel Barnier ne sera plus Premier ministre, donc on annule le rendez-vous. » Et là, je me redis « C'est pas vrai, encore une fois. » Bon, effectivement, il n'est plus Premier ministre le lendemain. C'est donc l'image de ce vendredi, la 4e passation de pouvoir à Matignon en 1 an. Michel Barnier, Premier ministre durant 90 jours, cède son bail précaire à Matignon à François Bayrou. Le suspense aura duré jusqu'à la dernière minute. François Bayrou est nommé, je le vois à Matignon dès sa nomination. Je remets le sujet sur la table et la rebelote. Ah oui, mais il faut que je réfléchisse, il faut que je consulte, etc. Et puis je ne suis pas d'accord, un texte, ça ne va pas, un seul vote, etc. Je veux 2 votes. Alors là, j'ai plus aucun doute sur ce qui va arriver au texte. Même si je trouve dommage qu'un Premier ministre fasse de son idée personnelle sa décision, faisant fi à la fois de la demande du Président de la République, de la Convention citoyenne et des travaux qui étaient engagés. Voilà, donc c'est faire fi de tout ce qui avait été fait avant. Je trouve ça, et de mettre à la poubelle d'un revers de main, tout ça, c'était quand même, j'allais dire, un peu cavalier. Je lui ai demandé 4 fois un rendez-vous, 4 fois. Et j'apprends dans la presse, dans une dépêche AFP, il souhaitait que le texte soit scindé en 2, gloops.
et qui demandait à 2 parlementaires de faire des propositions de loi reprises de... Voilà. Alors, pour être cavalier et pas républicain, là on a atteint le summum. Vraiment. Il n'y aura pas un, mais 2 textes sur la fin de vie, c'est en tout cas le souhait de François Bayrou. Un sur les soins palliatifs et un autre sur l'aide à mourir. Séparer le texte en 2, c'est précisément ce que demandent les opposants de l'aide active à mourir. Alors, est-ce une façon de torpiller le projet de loi sur la fin de vie? Matignon s'en défend. On s'est expliqué dans les toilettes avant les QAG, il se trouve que on s'est retrouvés nez à nez aux toilettes. Et là, je peux vous dire qu'il y a eu une explication de gravure. Voilà, il m'a reçu dans son bureau le soir même. Je dois reconnaître qu'on a eu un échange ensuite très apaisé, très constructif, où chacun exprimait ses convictions. Et puis il a pris devant moi certains engagements qu'il a tenus. Donc voilà, faut être honnête, hein. J'ai été très mécontent du choix de cette scission des 2 textes qui, je l'ai bien compris, avaient l'espoir de faire en sorte qu'un texte soit voté et pas l'autre. Et je pense qu'au moment où Bayrou scinde le texte en 2, il a pour ambition de saboter le texte sur la fin de vie. C'est ça son truc. Ça, c'est le minimum qu'il pouvait faire, puisque le fait qu'il n'y ait qu'une seule loi était une manœuvre pour étouffer ceux qui, comme moi, étaient favorables aux soins palliatifs et défavorables à l'euthanasie. Donc François Bayrou prend une mesure qui est une mesure de clarté démocratique. Bonne nouvelle déjà, au moins ça. On se dit, on va pouvoir voter en conscience et avec nos convictions sur 2 textes de nature non seulement différente, mais antagonistes. On pourra voter avec, j'allais dire, le cœur et l'esprit, serein, parce qu'on sait pourquoi on est pour les soins palliatifs et on sait pourquoi on est contre la mort provoquée. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs et de la proposition de loi relative au droit à l'aide active à mourir. La difficulté, c'est qu'on arrive avec une Assemblée nationale qui a quand même beaucoup changé. Donc là, pour le coup, on peut se poser des questions. Beaucoup de députés battus, notamment dans les rangs de la majorité présidentielle. Beaucoup de députés dont je savais qu'ils étaient très favorables et qui ont été balayés. Donc il y avait une question majeure, c'était de se dire, mais est-ce que cette nouvelle Assemblée, avec une augmentation massive, notamment du nombre de députés du Rassemblement national, allait être une assemblée où une majorité existerait en faveur de ce texte. D'ailleurs, on m'avait dit, laisse tomber, t'as vu le nombre de RN qui sont arrivés à l'Assemblée? Impossible. Le débat se durcisse un peu, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ils ne vont ne faire que se durcir. Et le durcissement sera encore plus évident en 2026. Avec une vraie dureté. Et en fait, était-ce volontaire ou pas, je ne sais pas. En tout cas, nous avons eu l'impression qu'on essayait de nous faire passer comme des affreux dans la dernière partie de la discussion. Oui, on a eu ce sentiment. Les partisans de l'euthanasie disaient, en réalité, vous faites de l'euthanasie, on nous a même accusé de torturer les gens. J'ai mal vécu un certain nombre de débats. J'ai trouvé très violent et très injuste à l'égard des soignants. Serment d'Hippocrate, serment d'Hypocrite. Oui, en fait, les soignants ont été vécus comme des gens qui torturent. Ça a été dit. Vous torturez les gens. Non, on ne torture pas les gens. C'est qu'on s'approche du vote définitif, donc la pression monte, forcément. Il y a une certaine lassitude de part et d'autre. Ça veut dire qu'on revoit le même texte qu'on avait déjà vu une fois en commission et pratiquement une fois complète dans l'hémicycle. Et on repart des mêmes textes, puisque ce sont les mêmes textes. Nous transgressons pour moi quelque chose de fondamental dans le processus de civilisation, à savoir que demain, l'État autorisera à nouveau des individus à donner la mort à d'autres individus. C'est une parenthèse pour moi de 45 ans, hélas, qui va se refermer dans notre démocratie. Ce texte, pour moi,
est grave. En aucun cas, je ne le soutiendrai et je continuerai à dire et à considérer que notre démocratie fait fausse route. Vous avez dit, avec cette loi, c'est une parenthèse de 45 ans qui se referme. Vous avez dit ça, monsieur Siestenstuhl. Ce qui veut dire que cette loi, dans votre logique, réhabilite la peine de mort. Ah ben écoutez, voilà. Je sais calculer, vous n'avez pas dit ça pour rien. Il y a 45 ans, c'était l'abolition de la peine de mort. Voilà, je sais encore un peu compter. Vous me donnez l'occasion de lire à la représentation nationale la plus belle lettre que j'ai reçue en tant que député. Alors que le débat parlementaire sur la fin de vie est désormais lancé, je tiens à l'affirmer fortement. Mon mari n'a jamais assimilé aide à mourir et peine de mort. Mon mari s'est forgé au fil des ans la conviction qu'une évolution vers une aide à mourir était acceptable et même souhaitable dans certaines circonstances et selon des conditions précisément définies par la loi. Je tiens donc à affirmer que s'il avait été parlementaire, Robert Badinter aurait soutenu ce texte. Prétendre le contraire serait une trahison de sa pensée et de sa mémoire. Et c'est signé Elisabeth Badinter. Merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur général. Quand ce collègue ose faire référence à Robert Badinter, je me dis en moi-même, mais tu as bien tort. Je peux vous dire que ça a clos le débat et que M. Siestenstuhl a sans doute regretté de se revendiquer de la pensée de Robert Badinter. Et je pense a dû regretter aussi cette comparaison pour le moins malencontreuse entre la peine de mort et l'aide à mourir. Moi, je ne parle pas de peine de mort. Je ne veux pas faire le parallèle avec la peine de mort. D'abord parce que je suis opposé à la peine de mort. Fondamentalement, je suis opposé à la peine de mort. Toute la difficulté de l'obstruction, c'est de ne jamais franchir la ligne rouge. Et là, la ligne rouge est franchie. Je ne pense pas qu'il faille faire parler les morts. Ils ne sont plus là, paix à leur âme, mais ils ont dit ce qu'ils avaient à dire de leur vivant. Donc on veut pas. J'ai vu toutes les polémiques sur les interprétations de ce que Robert Badinter aurait voté, ou en tout cas comment il se serait positionné sur la fin de vie. Je me garderais bien de le faire parce qu'il n'est plus là. J'ai eu l'immense honneur et privilège d'avoir pour moi toute seule, chez eux, pendant plus d'1 heure et demie, Elisabeth et Robert Badinter. Je peux vous assurer que ce moment-là, il restera là. C'était un entretien privé, c'était la condition. Première chose qu'il m'a dite, c'est « Madame, merci, vous n'avez pas utilisé le mot euthanasie, et rien que pour ça, je vous en suis reconnaissante. » Et après, on a discuté, et à la fin, il m'a dit « Mais vous savez, madame, si j'étais parlementaire, votre loi, je la voterais. » Et il m'a dit qu'il la voterait, d'abord parce que je n'avais pas utilisé le mot euthanasie, d'abord parce qu'il avait évolué sur le sujet, comme bon nombre de concitoyens, et je lui ai dit comme moi aussi, et parce que j'avais trouvé, j'allais dire, la modération nécessaire. Vous savez, j'ai 54 ans, et le lendemain du vote de la seconde lecture, je me suis réveillé le lendemain du vote, couvert d'urticaire, pour la première fois de ma vie. Et c'est là où j'ai mesuré que, certes, la tête ne pouvait pas rester indifférent à des débats de ce type-là, mais même le corps encaissait et le signifiait à certaines occasions. Voilà, donc c'est pas un débat sans conséquence sur soi-même, mais je crois que c'est toute la noblesse de l'engagement public de faire en sorte que l'on puisse porter des convictions, quitte à y mettre tout de soi-même.
Stéphanie Despierres, ça y est, c'est fait, un ultime vote à l'Assemblée qui a voté donc pour une aide à mourir. Stéphanie. Oui, un vote historique pour la création de cette aide à mourir, pour 291 voix contre 241 voix. La loi est donc largement adoptée. Ce n'est pas tous les jours que l'on crée un droit fondamental nouveau. Et on regardera si effectivement on a bien légiféré. Parce qu'on se pose toujours la question, vous savez, on n'a pas de certitude. Est-ce qu'on a effectivement prévu les bonnes procédures à la virgule près, etc. Il faudra regarder tout ça pour probablement les faire évoluer le cas échéant, mais en tout cas, c'est une vraie satisfaction d'avoir adopté cette loi de progrès. Si on regarde rétrospectivement, ces 2 quinquennats auront été des quinquennats de progrès pour notre société. Et j'en suis pas peu fière en fait. J'en suis pas peu fière parce que c'est important. Ce sont des lois qui concernent directement les gens. Pour Olivier Fahlorny et les siens, j'ai une relation amicale et normale avec lui, hein, on en parle, ce n'est qu'une étape. Il y aura d'autres étapes. Il faudra élargir le périmètre, le champ de ceux qui peuvent, etc. Leur idéologie dit, au fond, que nous sommes totalement maîtres de nos vies, que nous devons la maîtriser et qu'aucune entrave ne doit restreindre notre liberté. Ce n'est pas ma conception ni de la vie, ni de la philosophie politique, ni de la politique tout court. Le devenir de cette loi est encore entre nos mains. Moi, j'aimerais qu'au présidentiel, ceux qui seront candidats, est-ce qu'ils diront cette liberté doit continuer à s'élargir, ou est-ce qu'ils vont dire cette loi doit rester une loi d'exception. Donc il reste pour la France à écrire la suite de la loi. Le combat n'est pas terminé. Il n'est jamais trop tard. Faire prendre conscience aux Français qu'on a toujours la possibilité de rester sur ce que j'appelle le chemin du soin et pas la mort provoquée. On l'a encore la possibilité. Malgré cette loi votée, malgré le combat qu'on a mené, bien heureusement, il y a toujours des soins palliatifs qui vont se développer en plus. Ils vont se développer, on a voté tous à l'unanimité pour ce texte soins palliatifs. À partir du moment où vous avez un interdit absolu qui est donné à mort et qu'à un interdit absolu, vous acceptez des exceptions, aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que demain, d'autres proposent d'autres exceptions. Ma crainte, elle est là. Donc, est-ce que le combat continue ? Ce n'est pas un combat, c'est une manière d'être. Continuez à dire aux gens, préoccupez-vous de vos parents, de vos grands-parents, de vos voisins, et peut-être que là, pour le coup, il n'y aura pas de demande d'euthanasie. Parce que quand vous vous occupez des gens, il n'y a pas de demande d'euthanasie. Cette loi, elle est d'abord faite pour les malades. Cette loi, elle n'oblige personne, vraiment. Et elle ne retire rien à personne. Face à la souffrance, face à la maladie incurable, personne ne sait comment il va agir. Mais ce que je sais, c'est que cette loi, elle n'oblige personne et qu'elle est cadrée. On a passé des heures et des heures pour quelque chose qui ne fera que régulariser, légaliser des pratiques qui existaient déjà. Mais je ne suis pas convaincue que ça fasse une espèce d'appel d'air considérable. J'y crois pas trop. Mais c'est toute la question des libertés. C'est-à-dire que en fait, il est important de savoir qu'on a la liberté, mais on a plein de libertés que nous n'exerçons pas, en fait. Mais elles doivent être présentes parce que c'est important qu'elles soient dans le droit. C'est la liberté du dernier instant de son existence, dont les Français étaient privés depuis évidemment trop longtemps, alors qu'ils la demandaient depuis si longtemps. Donc, enfin.